politique. Quand on parle de désétatisation, quel sens on donne au mot État? D'après ce qu'on a entendu, Smith a une conception totalitaire de l'État, qui est bien hegelienne. Et donc, la désétatisation, c'est un peu une manière de sortir de l'État totalitaire, ce qui en soit. Quant à la politique, la manière dont il parle de la conflictualité nécessaire, quand on se réfère par exemple aux travaux de René Girard, qui vient donc lui de l'ethnologie, la désignation de l'ennemi, c'est un phénomène qui n'est pas en soi politique, qui est vraiment pré-politique. Et justement, la politique commencerait à partir du moment où on dépasserait la logique de la désignation de l'ennemi. Et ce serait une politique évidemment beaucoup moins belliciste. Et que dans cette conception de la politique, il semble ignorer qu'il y a toute une tradition qui vient d'Aristote, qui passe évidemment par Rousseau, et qui est une autre conception de la politique. Et donc ce qu'il appelle dépolitisation, c'est dépolitisation par rapport à ce que lui il appelle la politique, et qui est une conception en gros, alors je ne sais pas, Alain, tu pourras peut-être le souligner, en gros hegelienne. C'est chez Hegel qu'on trouve cette opposition entre l'État et la société civile. Lui, il ne fait que le reprendre à sa manière. Et ce qui fait que d'une certaine manière, il n'y a pas d'un côté ce qui serait la vie de Smith, ses prises de position, voilà, puis de l'autre côté sa pensée très intéressante. Je crois qu'il y a dans sa pensée ce qui explique ces prises de position dans des situations particulières. Ben, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Qui voudrait... Alors, Béatrice, une question, une objection? Oui, justement, pour appuyer ce que tu dis, parce que moi je suis arrivée un petit peu en retard, donc je n'osais pas. Mais effectivement, pour moi, la politique, c'est quand même, au départ, la gestion de la cité. Donc ça ne me choque pas quand on parle de politique, enfin quand on dit que dépolitisation, parce qu'on va s'occuper effectivement plutôt de ce qui se passe dans la cité, des gestions sociales. Après il y a tout le discours sur le libéralisme, ça c'est autre chose effectivement. Mais la politique c'est quand même aussi ça, enfin ce que tu disais. Et la politique prend une dimension internationale avec la gestion des conflits. Bon, c'est bien malheureux. Là, pareil, je ne sais pas si c'est obligatoirement quand il y a des gros conflits qu'il faut qu'on fasse de la politique. Mais la gestion de l'international, c'est aussi quand on a la conscience qu'il existe un monde au-delà des frontières de la cité. Donc la politique, qu'elle soit une gestion de la cité, pour moi, c'est pas choquant et c'est pas se dépolitiser que de s'occuper de la gestion de la cité. Et la gestion des rapports avec l'extérieur, voilà, c'est pas forcément toujours la gestion de conflit, c'est la gestion de comment je fais pour que la gestion de ma cité soit compatible avec la gestion des autres cités. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que l'Europe, ça n'a pas été ça? La constitution de l'Europe, à un moment, dire, ben voilà, on va essayer de constituer une cité un peu plus grande qui respecte ou qui homogénéise les gestions de cité. D'accord. Voilà. D'autres... Bon, moi, d'abord, j'ai été très intéressé. Et bon, je me pose une question parce qu'il se trouve que je suis en train de préparer un travail sur Badiou. Et je trouve qu'il y a des, on va dire, parentés, disons, d'abord par la critique du régime parlementaire. Hein, bon. Et puis, une parenté, mais pas simplement dans ce qui est critiqué, mais même dans l'argumentation. Bon, je dis analogie, c'est pas identité. Dans un cas, l'importance attachée à l'état d'exception, pour Badiou, l'activité politique, ce qui compte, ce sont les moments de rupture, plus que les résultats, plus que l'organisation. Bon, la rupture et l'exception, vous voyez, il y a quand même quelque chose de proche. Le conflit Badiou, c'est quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas neutre, hein, et il n'y a pas de neutralité, il y a deux orientations, et les deux orientations, elles sont conflictuelles. Bon, c'est la lutte des classes, hein,
c'est une manière de penser ami-ennemi, quoi. Donc, du point de vue de la forme, il y a des analogies. La différence, c'est qu'on ne met pas, du point de vue du contenu, les mêmes termes sous ami-ennemi, quoi, hein. Bon, la notion de sacrifice aussi, pour Badiou, hein, l'individu n'a aucune espèce d'importance, hein, et que l'action politique suppose l'acceptation du sacrifice de l'individu. Bon, enfin, bon, c'est pour dire que l'intérêt, c'est que ça permet disons, de complexifier des oppositions habituelles, extrême gauche, extrême droite, etc. C'est-à-dire comme s'il y avait une autre forme d'opposition entre régime parlementaire ou parlementarisme, hein, ou libéralisme, et puis de l'autre côté, des critiques qui sont proches, extrême gauche ou extrême droite. Bon. Jean, tout à l'heure, a dit que Smith était quand même intéressé par Lénine. Oui. Et on peut se demander si justement il n'y a pas la même notion de communauté dans le communisme et dans le traditionnalisme. Oui. C'est pour ça que Hannah Arendt essaiera de prendre dans son idée de totalitarisme les deux. Oui, ça limite, hein, mais donc c'est pas étonnant en fait, ces analogies. Mais alors, une question que je me pose, moi, c'est que, bon, s'agissant du nazisme, une critique qu'on pourrait peut-être lui faire, mais pas une critique morale comme celle qu'on peut faire. Enfin, disons, on peut la faire, mais c'est pas celle-là. Mais si j'ai bien compris, lorsqu'il critique, disons, lorsqu'il met critique sur le RSS, lorsqu'il dit que finalement il y a absorption de l'État par le parti. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose aussi du nazisme, hein, où on peut dire que l'État était aussi, enfin disons, l'instance décisionnelle, c'était le parti, puis le parti, puis celui qui était le parti, quoi. Enfin bon, donc autrement dit, la critique qu'il formulait à l'encontre de l'URSS, est-ce qu'on ne pourrait pas, et aussi pourquoi il ne la fait pas s'agissant du nazisme? C'est bon, voilà, c'est-à-dire comme s'il y avait une conséquence. Enfin, dernier point, je ne voudrais pas mobiliser, c'est le fait de mettre en relation politique et État, pas politique et État, mais la notion de citoyen. J'ai l'impression que chez lui il y a le peuple, mais la notion de citoyen, j'ai du mal à l'avoir. Alors voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Sur l'adhésion de Schmitt au nazisme, je pense qu'il fait un contresens un peu sur le nazisme. Il a vu, alors, l'incarnation de l'unité allemande, il l'a vu non pas dans le parti, mais dans Hitler. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que, en effet, derrière Hitler, il y avait un parti. Ça, il n'a pas compris. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a été rapidement mis à l'écart par les nazis eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, il était juriste d'État, etc. Mais dès 1936, les gens de la SS l'ont ouvertement critiqué en disant que ces concepts n'étaient pas les vrais concepts du national-socialisme, et notamment, c'est très impressionnant chez lui, c'est qu'il n'adhère pas à la notion de race. Dans sa conception politique, de l'unité politique, à la vérité, il faudrait que je développe, mais je ne vais pas le faire, je ne peux pas monopoliser pareil. Elle est d'origine religieuse, sa vision de l'unité politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un penseur de l'immanence, c'est un penseur de la transcendance. Donc, c'est toujours, dans l'unité politique, un principe transcendant qui s'incarne. Et c'est l'importance de la décision chez lui. Il dit quelque part, je n'ai pas la citation exacte, mais l'unité politique, elle se fonde sur une décision,
qui repose sur le néant. C'est comme ça qu'il analyse la Révolution française. Et l'équivalent de la décision politique, ben, c'est le miracle religieux. C'est ça, Parmi notre bibliographie, il y avait un livre d'Agamben où il reprend un petit peu la pensée de Smith, mais là, il est question de la souveraineté dans ce que tu viens de dire. Mais on a développé ensuite, Agamben se réfère à Foucault, d'autres conceptions de l'État et de la gouvernementalité. Donc, on peut dire qu'il a une vision quand même très, très traditionnelle, en liant comme ça l'État avec le décisionnisme. Oui, tout à fait, mais il n'est pas sorti de son traditionnalisme catholique. Enfin, bon, il y a un texte qui est extraordinaire. Il dit, quel est le vrai modèle de ce qu'est une unité politique? Ben, c'est l'Église. Et quid du pluralisme alors? Ben, le pluralisme n'a aucun sens. Le pluralisme n'a aucun sens. Le problème politique, c'est pas de se mettre au niveau immanent, si je puis dire, des conflits, de la diversité humaine, c'est d'incarner dans la diversité humaine un principe d'unité. Et un principe qui est fondamentalement transcendant à la diversité des intérêts. C'est la monarchie absolue. Ben, il est assez proche des visions monarchiques. C'est Maître à penser, c'est De Maistre, c'est Donoso Cortés, etc. Oui, non, il y a pas de clair. Mais il pose quand même le problème très clairement. Il y a une autre objection qu'on peut lui faire, je voudrais t'entendre là-dessus, c'est ce qui le sépare quand même de Marx très, très radicalement. Il y a une autonomie de la politique chez Smith. Oui. Alors que chez Marx, pas du tout. Alors, puisque l'État ne vient que, je dirais, montrer au niveau des superstructures toute une domination qui se construit dans des infrastructures. Alors, ça serait un autre sujet. Je pense qu'il y a une difficulté de penser la politique chez Marx. À la limite, il faut dire que Marx n'est pas un penseur politique. Parce que si on prend un texte comme le Manifeste de 48, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Eh bien, il dit exactement ce que critique Schmitt. Il dit qu'à un moment donné, il ne restera plus que deux classes en face à face. Et à ce moment donné, tout ce qui est politique va s'identifier à ce qui est économique. C'est-à-dire qu'en fait, oui, la politique perd toute autonomie. Et d'ailleurs, c'est très difficile, si on prend des textes, par exemple, on prend Lénine, il n'arrive pas à formuler quelque chose qui serait une politique au moment du communisme. Il doit donc penser une société qui serait plus politique. C'est pour ça que Kojève parle de fin de l'histoire, justement. Mais c'est, oui, ça serait la fin de l'histoire. Ce serait la fin de l'histoire, parce que le communisme ne permet pas, au fond, dans la vision de Lénine, il n'arrive pas à penser la possibilité d'une politique. Parce que il faudrait que tout disparaisse, au fond. Il ne faudrait pas que simplement l'économie soit unifiée comme économie collectiviste, etc. Mais ça veut dire aussi quoi? Si on prend le texte de 1859, la préface au principe d'économie politique, la critique de l'économie politique, il faut que disparaisse la politique, il faut que disparaisse l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut que disparaisse aussi la politique, la possibilité pour les individus de se représenter leur position dans une collectivité. C'est-à-dire il y a une dimension qui est ignorée ici, c'est qu'il y a une dimension imaginaire de la vie collective qui n'est plus prise en compte. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a deux sens justement qu'on peut donner au mot économie? Parce que quand on parle de l'économie dans le cadre du marxisme, comme tu viens de le faire là, c'est pas du tout la même que celle de l'économie libérale comme domination. C'est autre chose quand même, comme cette gestion mondiale à base d'économie. Il y a deux pensées de l'économie qui sont hétérogènes. Il y en a certainement plusieurs. Encore que, peut-être, on peut penser que Marx est une sorte de perversion du libéralisme. Parce qu'en fait, il en recueille les... Pourquoi pas l'inverse? C'est-à-dire que le parce que le libéralisme, théoriquement, a existé avant Marx. Donc, il a été fondé bien avant. Mais le nouveau libéralisme, ouais, alors le néolibéralisme, c'est peut-être un autre problème qu'on ne peut pas évoquer directement,
Mais le néolibéralisme, il a des fondements hétérogènes à la pensée libérale traditionnelle. C'est-à-dire, si on parle du libéralisme, on va remonter chez les plus anciens, peut-être chez Locke, chez Montesquieu en France, surtout chez Benjamin Constant, qu'on néglige, et chez Tocqueville. Donc là... Néanmoins, pour boucler un peu sur ce que disait Jean-Marc, le nouveau libéralisme, le libéralisme actuel, a une idéologie très forte qui est de dire la croissance à tout prix. Parce que la croissance, finalement, elle va permettre même à ceux qui sont en bas de monter un peu et d'aller vers un mieux-être. Et quelque part, on peut dire qu'effectivement, il boucle sur... c'est un post-marxisme, où le marxisme était quand même une idéologie où à un moment, on espérait que tout le monde irait vers avec un égalitarisme, on va dire forcené, mais en tout cas, que tout le monde irait vers un mieux-être et qu'on ne laisserait plus les gens au bord du chemin. Aujourd'hui, il y a une certaine forme d'idéologie dans le libéralisme actuel qui dit que, ben oui, si on va vers la croissance absolue tout le temps, en permanence, eh ben on montera tout le monde. Et que c'est pas bien grave s'il y en a qui sont vraiment très très hauts, parce que finalement ceux qui sont en bas sont en train de monter, alors qu'en fait on voit que c'est une hérésie complète. Mais ça, on est en train de s'en rendre compte un peu tardivement. Je pense que ce que tu évoques, Béatrice, c'est une idéologie néolibérale qui n'a aucun rapport, si on allait au fond des choses, avec l'idéologie libérale d'origine. Oui, on est bien d'accord. Ça n'a aucun rapport. Allez, on fait circuler la parole. D'autres prises de parole Geneviève. Bon. Alors, on pourrait peut-être dire quelques mots sur ce que tu as dit très rapidement, donc on va revenir une autre fois sur Chantal Mouffe. C'est pas évident, c'est pas clair pour moi que je comprends le reproche qu'elle fait à l'idée d'une citoyenneté transnationale. Il ne peut pas y avoir démocratie au niveau, je dirais, de la mondialisation. Bon. Mais la citoyenneté ne suppose pas l'homogénéité. Pourquoi est-ce que l'homogénéité serait une condition nécessaire à la démocratie? Elle ne dit pas ça, c'est Schmitt qui dit l'homogénéité. Ah oui, d'accord. Attends, elle dit que la distinction entre qui appartient au peuple, qui appartient au démos, c'est-à-dire qui délibère sur la décision commune, ça se négocie historiquement de manière différente. Donc tous les États, à un moment dans une histoire, peuvent les négocier. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais le statut de l'étranger, par exemple, il est posé très, très cruellement depuis déjà dans la Révolution française. On a une grosse ambiguïté. Comment est-ce qu'on est citoyen et étranger? Est-ce qu'on peut être étranger et citoyen? C'est un débat dans toute la Révolution française. Il n'est pas tranché dans ça. Mais au départ, les premiers principes de la Révolution française, on a des déclarations disant tous les hommes qui sont épris de la liberté font partie de la République française. Quoi, je veux dire. Donc, il y en a eu des trucs extraordinaires, c'est-à-dire qu'on a eu des gens complètement étrangers qu'on a fait députés de la nation. Quoi, je veux dire, c'était des choses extraordinaires au début. Donc on a des fluctuations historiques sur ces notions. Bon. Et là, il faut refaire l'histoire par laquelle se fait les partages, disons, des concepts d'unité politique. Parce que là, on revient à la notion, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une unité politique, à quoi ça sert finalement? Et c'est toujours l'idée, donc, quel est le rapport des gouvernants et des gouvernés? Là, quelle est la critique de Chantal Mouffe? C'est de dire, si on va vers l'idée du consensus sur des bases de décision rationnelle, purement technique, ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une décision, de type de décision qui va s'imposer. Tout le monde est d'accord sur une décision rationnelle. Mais ça, c'est des décisions techniques. On est toujours sur le problème de Schmitt. C'est-à-dire qu'à un moment, la vraie décision, elle n'est pas technique. C'est une décision sur des choses qu'on ne peut pas décider véritablement. Décider, c'est à un moment donné être dans la situation où on a des options contradictoires
qui ont de valeurs égales. Ça, c'est ce que veut dire Mouffe. Si on veut que la démocratie subsiste, c'est pas de dire on va tous se mettre d'accord parce que c'est rationnel, c'est de dire non, il faut accepter qu'il y ait des options de divergence de valeurs égales. Si on n'admet pas qu'il y a des options de valeurs égales, divergentes sur le devenir de la société, et qu'elles peuvent s'affronter dans le cadre démocratique, alors là, on sort de la démocratie, effectivement. Mais alors, si chez Schmitt, c'est l'État qui décide, qui va décider? Mouffe, elle est quand même fidèle au principe, elle ne remet pas en cause le parlementarisme démocratique. Donc, elle pense que ce sont effectivement des groupements politiques qui vont se réaliser à travers les mécanismes électoraux, ils vont définir, ils vont rendre public, cette idée est importante, rendre public l'opposition et qu'une forme de vision va s'imposer par rapport à une autre dans des voies démocratiques. S'imposer comment? Par l'élection, hein. Mais bien sûr, elle n'a jamais remis en cause le principe électoral. Bon, c'est peut-être une ambiguïté de sa position, parce qu'elle sanctifie en quelque sorte le principe du libéralisme parlementaire. Elle ne le remet pas en cause. Ce qu'elle remet en cause, c'est l'idée contemporaine, c'est que, au fond, l'État, parce qu'il dispose des connaissances nécessaires, est incapable de fournir à toute question des réponses purement techniques et rationnelles. C'est le grand problème aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un problème qu'on peut évoquer à travers un certain nombre de théoriciens évoqués. C'est le problème aujourd'hui qu'on dit que c'est une société plus complexe, donc on a des décisions plus techniques à prendre, et donc, en fait, ce sont des experts qui donnent la décision. Alors, est-ce qu'on est encore dans une démocratie où c'est des cercles d'experts qui décident parce qu'ils ont les connaissances? Et que vaut la démocratie dans ce régime? Qu'est-ce que ça veut dire démocratie dans une zone où, en fait, il y a une expertise, une connaissance? C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je dirais, je vais reprendre une vieille formule d'Habermas, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un usage idéologique de la science. C'est-à-dire, la science devient un mécanisme d'autorité et qui neutralise la capacité des citoyens d'avoir la maîtrise sur leur vie commune. Comme la science de l'histoire a fonctionné dans les régimes communistes. Oui, parce c'est sûr. qu'ils pensaient que l'histoire était une science en fait. Oui. J'aurais une observation à faire, mais j'ai trouvé l'exposé très riche, mais il y a énormément de choses qui m'échappent, parce que je connais un peu Chantal Mouffe par exemple, mais Carl Schmitt, je le découvre vraiment là, et c'est vrai qu'il est souvent cité, et c'est vrai que souvent par des gens de gauche, donc on peut s'interroger sur ces liens de filiation entre des penseurs qui a priori n'appartiennent pas au même univers politique. À mon avis, c'est vrai que ça peut sembler surprenant que Mouffe reprenne Carl Schmitt, parce qu'en fait, dans les contenus programmatiques ou idéologiques de l'exercice du pouvoir, a priori, on est quand même sur des imaginaires politiques très différents. Mais moi, il me semble que si elle le reprend, c'est plutôt dans l'élaboration de stratégies d'accession au pouvoir, des stratégies politiques, comment est-ce qu'on les élabore pour prendre le pouvoir. Après, je ne sais pas si, en fait, je ne sais pas, mais de ce que je comprends, Carl Schmitt, c'est un penseur du pouvoir, de l'État, de l'exercice du pouvoir, alors que c'est vrai que Chantal Mouffe, elle est davantage dans des questions de comment on arrive au pouvoir dans ce cadre démocratique qui en fait a désinvesti le peuple de son pouvoir politique. On pense plus le peuple vraiment comme corps politique, mais ce que tu disais comme clientèle politique à qui on rétribuerait avec des services, mais plus vraiment comme peuple décisionnaire. Et alors, justement, toujours dans ces liens de filiation, je me posais quand même la question de le lien, et c'est dommage qu'Audrey ne soit pas là, entre Carl Schmitt et Gramsci. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Alors, est-ce qu'ils sont quasiment contemporains? Est-ce que Carl Schmitt, qui n'appartenait pas du tout au même non plus univers politique, a lu Gramsci? Je pensais quand même à la question de l'intellectuel. La vision de Carl Schmitt, en fait, elle s'apparente beaucoup à ce que Gramsci a pu développer sur l'intellectuel organique, c'est-à-dire l'articulation entre le champ politique et puis le champ théorique. Mais il y a aussi la question du moment politique, que Gramsci reprend lui-même à Machiavel et qui apparemment est très prégnante chez Carl Schmitt.
Et puis, finalement, moi c'est pareil, je trouve que c'est très complexe, l'opposition gauche-droite. On les oppose souvent en termes de contenu programmatique et idéologique, mais en fait, il y a une grande transversalité des stratégies politiques entre la gauche et la droite. Finalement, la dissension se fait d'ailleurs peut-être pas entre gauche et droite en termes de stratégie politique, vision du politique, primauté du politique sur l'économique. Est-ce qu'on sait si, par exemple, Schmitt a lu Gramsci? Alors, Schmitt, de ce que je sais, il n'a pas lu Gramsci. Il a lu des gens que Gramsci a discuté. Il a lu Sorel, par exemple. Il y a une longue discussion de Gramsci sur la position de Sorel. Il a lu les intellectuels comme Gentile, que Gramsci a discuté. Et il les connaît bien. Il connaît beaucoup de choses sur les stratégies politiques. Bon, on a des textes très intéressants où il discute les positions de Lénine, les positions de Trotsky, etc. Donc, il est bien au fait des choses. Alors moi, je crois qu'il y a deux éléments où on peut retrouver... Bon, je ne peux pas le faire parce que j'aurais pu faire un exposé à part sur le rapport Gramsci-Schmitt à travers... l'idée, chez nous, c'est l'idée comment on fait un peuple. Il faut faire un peuple. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est son retravail à partir de l'idée de l'hégémonie. Bon, la question, on l'a évoquée tout à l'heure, au fond, c'est la question qu'a rencontrée Lénine, c'est qu'au fond, si le prolétariat est la seule classe révolutionnaire, aucune révolution ne se fait sur les thèmes du prolétariat, en effet. Et donc, il faut être en capacité, ce qu'a été, et ça c'est des analyses de Marx, ce qu'a été la bourgeoisie, c'est-à-dire à un moment donné, pas simplement de dominer économiquement, mais d'être en capacité d'incarner la société, d'incarner ses motivations fondamentales, ses lignes d'inscription dans l'histoire. Marx a dit que la bourgeoisie était une classe révolutionnaire de ce point de vue-là. À un moment donné, elle a été capable d'incarner, de prendre en compte les espérances, éventuellement les desiderata de classe populaire. Elle a pu incarner ça dans la lutte contre le régime féodal. Donc, la possibilité, toujours la possibilité que doivent engager tous les mouvements qui se réclament du marxisme, c'est de créer une situation qui n'est pas simplement une situation d'alliance programmatique, c'est une capacité d'être l'incarnation de la société dans son ensemble. C'est la thématique de l'hégémonie qui se met en place. C'est-à-dire, on est un particulier qui est en capacité à un moment donné, qui est ce groupe qui à un moment donné est en capacité historiquement d'incarner l'universel. C'est ça qu'on a donc. Alors, le problème, c'est le peuple. Comment on fait le peuple? Le problème de nous, c'est comment on fabrique le peuple aujourd'hui, dans la mesure où, bon, je passe sur les détails historiques du problème, dans la mesure où on ne peut plus faire le peuple sur la base de la notion du prolétariat comme il était organisé au XIXe siècle. Encore maintenant. Le prolétariat est complètement transformé. On n'a plus cette base sociale unifiée qu'on avait dans le monde des usines du XIXe siècle. Donc, on doit faire du peuple autrement. Ça, c'est la problématique de nous. Mais c'est aussi la problématique un peu inverse, mais sur le fond, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas évoqué parce qu'il faudrait penser, il faudrait expliquer comment fonctionne l'idée de représentation. C'est-à-dire que la représentation, dans le sens que s'il y a un soubassement populaire qui arrive à s'incarner dedans. Ça, c'est le schéma, je ne l'ai pas développé, mais parce qu'il faudrait évoquer toute la théorie de la représentation politique depuis, et l'interprétation qu'il fait de Thomas Hobbes, etc., et de Hegel. Bon, il faudrait évoquer ça de manière presque autonome, il faudrait y composer des heures, mais c'est le même problème, c'est-à-dire il y a, si la représentation politique donne existence au peuple, il y a un soubassement populaire qui doit préexister. C'est-à-dire,
Le peuple ne devient peuple qu'à travers sa représentation. Mais il existe un soubassement physique, naturel. Est-ce que cette représentation prend forcément la forme d'un État? Ah non. Non, pas nécessairement. Bon, on n'a pas évoqué, mais la fin de la carrière politique, et là, c'est amusant parce qu'on va recroiser les pensées. Schmitt va acter la fin de la notion d'État comme dominant politique, et il va progressivement passer à la notion d'empire. Empire qu'on va retrouver à la base de méditation comme celle de Hegel. Un grand bouquin qui s'appelle Empire, bon, c'est la décrétion du monde moderne, structuré à travers donc la domination économique dans les formes actuelles, etc. Mais, donc ce n'est pas nécessairement l'État qui sera l'incarnation des formes politiques. L'unité politique peut s'incarner d'autres façons. Bon, peut-être même y a-t-il chez Schmitt la nostalgie de l'Empire au sens ancien, c'est-à-dire la dualité de l'Empire chrétien. Oui. Oui, je réponds sur une question contemporaine. La mise en place des experts exclut la démocratie aujourd'hui, et le peuple rejette cette même démocratie. Et quel lien à la fois et opposition peut-on établir entre les deux, d'une part, et quel rapport peut-on établir avec tout ce que tu as exposé sur Schmitt? Dans quel sens le peuple refuse la démocratie, tu veux dire? Dans les mouvements d'aujourd'hui. Ah ben, il ne refuse pas la démocratie. Il la rejette, je ne parle pas qu'il la refuse. Ben, il rejette pas la démocratie en place. En fait, c'est plutôt un constat de faillite. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous dit, c'est un peu un rapport à Schmitt, c'est que la démocratie ne fonctionne pas. C'est un truc qui ne peut pas fonctionner, la démocratie parlementaire en définitive. Puisque, à l'heure actuelle, les aspirations de la population, si on prend les mouvements récents, ne trouvent pas à s'incarner au niveau du sommet de l'État, de la représentation de l'État, qui visiblement a un programme déterminé par des normes, justement, purement techniques et rationnelles, sans correspondance avec ce qu'attend la population du gouvernement qu'il a élu. Quoi. Je veux dire, donc, c'est ça la faille un peu actuelle, moi, je pense, je le dis très grossièrement. Et c'est qu'on a une logique qui est propre au gouvernement, parce qu'ils savent ce dont ils pensent, et qu'ils pensent, comme je le disais tout à l'heure, comme le disait Hegel, le peuple, il ne sait pas ce qu'il veut, donc il n'est pas intelligent. Le peuple est bête. C'est ce que pense le gouvernement, bien sûr. C'est parti de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on fait le peuple. Mais aujourd'hui, il me semble que le peuple ne veut plus être fait, il veut se faire lui-même. Mais là, on va retomber sur le problème qui est évoqué. Il n'y a pas de peuple sans représentation. Le peuple si le peuple se fait à partir de la pluralité des individus et des problématiques personnelles de chaque individu, on va avoir, alors est-ce que c'est un concept on va avoir une multitude. Quelle culture Est-ce que c'est pas aussi la fin de la représentation? Parce que on l'a vu notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas de consensus. Tous ceux qui tentaient d'émerger étaient rejetés, exclus. Donc, la représentation, quelle forme? Oui, c'est le problème actuel. C'est-à-dire quelle forme peut prendre la représentation, qui ne soit pas une représentation transcendante par rapport aux aspirations des gens. Tout le problème, bon, alors on peut revenir peut-être à la pensée machiavélienne, c'est-à-dire qu'en fait, une société, ça n'existe pas sans institutions. Mais au fond, où elle commence la politique, eh bien, la politique, elle ne se réclut pas à la gestion des institutions. Elle est l'au-delà que ne peut pas contenir les institutions. Comme, pour dire un autre penseur, le peuple que l'on peut déterminer comme un démos, on ne peut jamais le déterminer complètement. Parce qu'il y a toujours des éléments manquants. C'est-à-dire déjà des éléments qui sont fluctuants, qui vont nous échapper. On est parlé des étrangers, mais on va parler des catégories sociales, des migrants, etc. Comment ça se compose en fait? Donc il y a une négociation comme on évoquait tout à l'heure. Et ça veut dire que ces éléments sont fluctuants. Et donc, pour revenir sur la question de la représentation, oui, elle est posée. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer d'institutions? Est-ce qu'on peut se passer d'institutions? C'est la question qu'on peut poser aujourd'hui. Moi, je pense qu'on ne peut pas se passer d'institutions, mais je pense que si on est un peu machiavélien, on peut dire que
la politique, c'est l'au-delà de l'institutionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours l'ouverture pour que, au fond, par rapport à l'institution, même quand l'institution donne le pouvoir au peuple, il faut qu'il y ait une marge pour la contestation de ce pouvoir. C'est le problème mal résolu par Lénine, c'est-à-dire que, au fond, dire que le prolétariat exerce le pouvoir, ça ne pouvait fonctionner que, au fond, si le prolétariat et ces forces qui étaient autour de lui se divisaient. Se divisaient, par exemple, organes gouvernementaux et soviets, qui exerçaient un contrôle. Et ça reproduit de l'État. Oui. Et de l'État totalitaire. Non, mais le problème, c'est d'avoir confondu les soviets avec l'appareil d'État. On a fait un organisme d'État. Pour que ça fonctionne, il faut que nécessairement le peuple se divise. C'est-à-dire qu'il soit exercice du pouvoir et contrôle hors du pouvoir de cet exercice. Ce qui contrôle signifie également contre-pouvoir. Ben oui, ça veut dire contestation. C'est-à-dire moyen de la contestation et décision, enfin formation de lieux où le pouvoir est contesté. D'où le rôle, d'après Machiavel, des tribuns qui vont, les tribuns du peuple, Oui, il y a les tribuns du peuple, bien sûr. contester justement, remettre en cause et en travail Oui, bien sûr. l'imp- Mais Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, une question, c'est vraiment une question. Sa position par rapport à Aristote, parce que moi je dis, si on veut trouver un concept de politique, c'est dans la politique d'Aristote. Hein, c'est là qu'il y a une définition de la police, un ensemble de citoyens. Et le peuple, pour moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est le concept politique sur lequel on débat un peu comme une évidence, quoi, hein, puis, les citoyens, si on reprend, il me semble qu'il y en a une qui a été aristotélicienne pour le coup, c'est Hannah Arendt, quoi, qui définit la police comme une pluralité d'êtres incomparables. Hein, la pluralité, puis des êtres qui sont incomparables, quoi. C'est pas exactement la même chose que le peuple. Ça. Le peuple, pour moi, c'est quand même, il y a de l'indistinction quand même. Hein. Bon. Donc voilà, enfin la question plus simple, c'est qu'est-ce qu'il fait d'Aristote là? Parce que chez Aristote, il n'y a pas d'État, quoi. Hein. Il y a de la politique, mais il n'y a pas d'État, quoi. Hein. oui, mais on est sur un autre modèle. Parce on parle de l'État, mais la cité, c'est un modèle. L'Empire, c'est un autre modèle. On pourrait discuter tout ça. Bon, avec une vision très centrée de suite, qui envisage que la situation européenne. Bon, et qui est surtout déçu que l'Europe ne soit plus le maître du monde. En fait. Mais ce que tu dis, ça reprend. C'est Léo Strauss qui lui a fait l'objection. Mais votre définition de la politique, elle n'a pas de sens parce que qui dit politique dit police. Et donc, parler de politique, définir la politique par l'opposition à l'ennemi, c'est absurde, puisqu'on est forcément dans la notion de police. C'est-à-dire, effectivement, une certaine organisation où, effectivement, on est sur une détermination de la citoyenneté, d'abord, et pas sur la détermination d'un ami et d'un ennemi, ça n'a pas de sens. C'est ce que disait Léo Strauss. Bon. Mais nous sommes toujours à la recherche de ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être citoyen aujourd'hui? Les citoyens dans la... Alors là, ça il n'en parle. Il n'est pas complètement ignorant des choses. Il y a un truc d'ailleurs que reprend quand même, c'est qu'il disait que la vraie démocratie, au sens athénien, ça marchait par l'acclamation. Gambetta en parle aussi. Hein? Et donc, c'est le rituel plus que... Voilà. Il disait c'est l'acclamation. Mais il disait c'est un truc qui n'est pas possible, parce que l'acclamation, c'est le peuple présent à lui-même. Mais le peuple présent à lui-même, ça ne peut pas exister pour nous. Donc on est forcément dans le mécanisme de la représentation. Et donc, on n'est plus dans le modèle de la cité grecque, il faut l'évacuer de notre horizon. Ça n'a plus de sens pour nous. Et on n'est plus dans l'horizon maintenant de l'État. Alors c'est ça, il faut inventer une modalité dans laquelle on peut être citoyen, entre guillemets, dans un monde où il n'y a plus de cité, où il n'y a plus d'État. Mais est-ce que tu penses que c'est... Parce qu'on
comprend bien ce que c'est qu'un citoyen à partir de la tradition aristotélicienne, effectivement. Mais en ignorant Aristote comme ça, tu penses que c'est la question de Schmitt, la question du citoyen? Non, c'est pas la question de Schmitt. La question de Schmitt, ça tourne autour de l'État. Voilà. Mais l'État n'existe qu'à travers sa capacité à incarner une unité. Et il incarne une unité que si cette unité est la concrétisation dans la représentation de l'existence d'un peuple. Un peuple existe à travers sa représentation. Ça, c'est dans Schmitt. Oui. Mais c'est... En fait, il reprend ce que dit, à sa façon, bon, il faut les distinguer dans le fond. On a ça chez Thomas Hobbes. Hobbes dit à un moment donné, bon, dans l'État souverain, il y a plusieurs États souverains, il y a le démocratique, il y a l'aristocratique, il y a le monarchique. Et bien dans le monarchique, il faut dire, le monarque, c'est lui le peuple. Et là, il écrit ça. Donc ça veut dire que l'existence de l'ensemble n'est possible qu'à travers l'existence d'une représentation unifiante. La question une autre que je me pose, c'est cette fascination que les gens de cette gauche dont tu as parlé ont pour Schmitt. Est-ce que c'est pas une fascination, comment dirais-je, qui est liée aussi donc à l'histoire du marxisme et à son propre étatisme, et qui ressurgirait comme ça à travers cet intérêt? Tu parlais de Badiou, je pense que ça l'illustre assez bien, qui ressurgirait à travers cet intérêt pour Schmitt. Je ne sais pas. Bon, moi, je pense que il faudrait le dire avec un certain nuance. Mais Badiou et Negri, c'est un peu la même chose. Ils sont beaucoup sur l'idée de la décision qui tout d'un coup transforme les choses. C'est-à-dire, en fait, l'essence de la politique, elle est miraculeuse chez eux. Je vais le dire comme ça. Théologique. Théologique. Finalement, c'est des théologiens athées. C'est la thèse d'Agan, en fait, que tous nos concepts politiques ont une origine théologique. Ouais, mais ça, c'est ce que dit Schmitt. C'est au début de la théologie politique qu'il dit ça. Bon, c'est un gros débat, ça. C'est un gros débat. Et alors, à partir de là, on pourrait dire, comme le Fort, que la vraie démocratie, elle commence à partir du moment où on rompt avec ces concepts théologiques. Et je crois que c'est beaucoup de travail chez les penseurs de droite et d'extrême droite, mais aussi chez les penseurs de gauche, arriver à rompre avec la conceptualité théologique. Oui, c'est un gros. Bon, il y a toute l'analyse qui est faite le Fort sur la fascination pour l'un. Mm-hmm. Il disait, bon, est-ce que faire une unité, c'est sacrifier à l'un? Est-ce que toute unité se résume pas dans l'un? Comment on maintient ce qui est essentiel à la démocratie, ce qui est l'expérience de la démocratie, c'est-à-dire que personne ne peut mobiliser l'idée de l'unité, donc c'est ce que dit le Fort, c'est-à-dire qu'il y a des incorporations du politique par rapport à la représentation unitaire, c'est-à-dire que le politique c'est un lieu vide, donc il n'y a pas d'unité à représenter. Ça, c'est très fort, me semble-t-il, comme idée. Oui, c'est très fort, mais c'est difficile dans la pratique. Alors, parce qu'il y a aussi cette idée qu'on reprend de Lacan, hein, c'est pas la pensée politique, quoique à sa manière. L'un de l'un n'est pas l'un de l'autre. C'est toute la question. Oui. Mais Moi j'avais une question, mais tu avais une question peut-être avant. Juste, oui, j'attends un petit moment qu'on évoque Arendt. Effectivement, par rapport à Carl Smith, c'est quand même la pensée politique qui s'inscrit dans. Elle fait de la politique, je poursuis sur ce que vous disiez, la création de liens. C'est ça qu'elle dit. La politique, c'est de créer des liens. Donc, par rapport à pensée politique qui se fait à la limite, permanence, on l'a dit tout à l'heure, à la limite en permanence des choses, c'est peut-être une approche plus humaine des choses,
beaucoup moins théologique pour le coup, beaucoup moins théologique. Mais c'est aussi une approche qui nous ramène au plus près des choses. Et ce que je voulais, c'est pour ça que je voulais juste intervenir, il y a quand même, qui travaille en permanence la pensée politique, des choses qui ont été écrites et qui touchent à la technique, le savant et le politique. Le titre d'un ouvrage. Le savant et le politique, c'est quand même un point important par rapport à toute la question de l'expertise, de la technique, sachant qu'on raisonne sur la technique, avec en arrière-plan les penseurs qui ont parlé de la technique, mais aujourd'hui, c'est la technoscience, c'est-à-dire que quand on emploie le mot technique, c'est plus le même mot technique que celui que pouvait employer Heidegger, c'est la technoscience, c'est-à-dire un monde occidental qui ne fait plus de la science pour contempler l'univers, mais qui fait de la science pour créer des objets qui sont des artefacts, on dit comme ça je crois, qui ne sont plus issus du monde naturel, mais de quelque chose qui est créé entièrement. Donc par rapport à notre discussion sur la technique, je crois qu'il faut avoir présent ça à l'esprit. La deuxième chose que je voulais dire, qui est liée à cette distinction entre le savant et le politique qui traverse en permanence les sociétés, c'est également qu'il y a la gestion des choses et la gestion des hommes, qui est aussi quelque chose qui traverse en permanence la vie politique. Ce qui veut dire que toute cette critique, à la fois de la technique, elle ne prend pas en compte le fait que ce que l'on dit à travers la technique, à travers la science, et à travers la technoscience, n'est plus ce que l'on disait antérieurement de l'un ou de l'autre. Les problèmes de biotechnologie en sont un exemple. Deuxième chose, c'est qu'avec la gestion des choses et la gestion des hommes, on est aussi au cœur d'un monde politique où, de manière beaucoup plus théâtrale, on n'est pas sur du Badiou où on attend la situation idéale qui va permettre de tout changer. On n'est jamais sur une vision de la politique qui pousse aux extrêmes, et poussant aux extrêmes, qui se situe dans quelque chose qui devient théocratique, et après on ne sait plus ce qu'on fait. Non, on est sur un modèle beaucoup plus vivable en quelque sorte, qui consiste à créer du lien et à gérer différents services, différentes fonctions de la société, avec la meilleure expertise possible. Voilà. Cette pensée de Smith me refroidit complètement. Je suis docteur en sciences politiques, donc on peut le dire comme ça. Elle me refroidit complètement parce que c'est le type de pensée qui fait qu'à un moment donné, poussé à l'extrême, c'est bien sur le modèle de pensée, mais en réalité, lorsqu'on se trouve au point extrême ou amène de la pensée, on se dit qu'il n'y a plus rien derrière. C'est pour ça que je voulais, dans la discussion, me permettre de ramener sur d'autres approches de la politique qui a toujours été quand même liée à ce que l'on appelle par ailleurs le bras séculier de la politique, qui est l'administration. Administration qui, à un moment donné, ne peut fonctionner que sur une base à la fois technique et d'expertise. Et on est dans le monde politique sur des univers qui nécessitent non pas un moment apocalyptique où les choses vont recommencer. C'est bien sur le raisonnement de sciences politiques, ça, mais dans la réalité, on est aussi sur des modèles qui nécessitent de la gestion. Et cette gestion, elle n'est pas en soi, comment dire, quelque chose que l'on doit envisager comme de seconde main ou de manière péjorative. C'est la vie politique.
la vie politique, c'est aussi la gestion des choses et la gestion des hommes. Et cette gestion-là n'est pas révolutionnaire en soi, mais elle existe. Elle existe. Voilà. Pour donner un contrepoint par rapport à... Louise, tu Moi, voulais- ça n'a vraiment rien à voir avec tu veux peut-être répondre. Enfin, D'abord, c'est amusant parce que Schmitt règle le problème de la sociologie en 2 lignes. Hein. Il dit, en fait, la sociologie, elle pense finalement qu'il y a une capacité, au fond, spontanée d'organisation de la société. C'est-à-dire que ces normes de la société, elle va les créer elle-même. Ce qui est insupportable pour Schmitt, puisqu'il pense qu'il n'y a que les normes fondamentales, c'est l'appareil étatique, c'est l'État, mais comme décision, comme lieu de décision, l'État, le gouvernement. Pardon, l'administration dont parle Henri, c'est l'État aussi, c'est une autre manière de penser mais là- l'État. là- C'est pas là, de la c'est- sociologie. C'est un point, non, mais Mais c'est c'est- un point noir. Oui, mais il ne fait pas du tout de sociologie de l'État. Car la notion d'État, on l'a vu, c'est vraiment très un peu fumeux, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne se réfère pas à l'activité pratique de l'État. D'ailleurs, on peut dire. C'est ce que dit Henri, c'est qu'en fait, c'est de la pensée, mais en fait, au bout de la pensée, il y a quoi? Non, mais c'est Il n'y a pas. pas la fonction vitale. Il y a peut-être. Car Schmitt, il est à faux sur un certain nombre de choses, car il faut le dire concrètement. Par exemple, en 14-18, il voit la dépolitisation de l'État. C'est une erreur grossière. À partir de 14-18, jamais les États sont devenus autant puissants. Et ce qui s'est effondré, ce n'est pas l'État, c'est les empires. Donc c'est la fin des empires. 14-18, ce n'est pas la fin des États. C'est un contresens historique. Mais sur la République de Weimar, comme d'ailleurs en France sur la 4e République, la manière que l'on a de l'aborder est souvent très négative, alors que la réalité historique n'est pas la même. Pensons que la République de Weimar, c'est quand même une république qui vient après la guerre de 14-18. Ce qui, pour toute personne au gouvernement sur cette période-là, qui est une période de reconstruction, n'est pas particulièrement la plus facile. Donc, en quelque part, il y a des historiens qui disent aussi que ces républiques-là n'ont pas démérité. Non, bien sûr, mais, Hein? Oui, mais c'est la critique que fait. Oui, mais évoquer, ça. c'est pour discuter le point de vue de Smith, ce point de vue qui part de critique du parlementarisme en partant de la critique de la République de Weimar. Aujourd'hui, on est peut-être en capacité, sinon en droit, de dire que cette manière qui est de voir cette période de l'histoire n'est pas vue de façon aussi négative par tous les historiens. Alors, ce que je dirais, c'est pour ça que je continue à dire qu'il y a des points noirs dans la vision de Schmitt, c'est quelque chose que n'a pas vu du tout Schmitt. Et ce que l'on peut déjà voir chez Baudin, en fait, c'est l'autonomie de l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'il crée ses propres règles de gestion. Et ça veut dire que la machine étatique, elle va continuer à fonctionner de manière un peu, des fois quasi autonome, par rapport à la décision politique. Donc il y aura par exemple une continuité des gestions administratives qui va faire fi des variations politiques. Pas exactement, mais bon. C'était visionnaire de. Mais, prenons un exemple. Il y a quelque chose qui va être continu dans la République de Weimar qui ne va pas bouger. C'est l'appareil militaire. L'appareil militaire va garder sa continuité et son autogestion. Presque. Et l'État ne fera rien pour, comment dirais-je, les gouvernements politiques ne vont pas toucher à la structure étatique. Même la structure intérieure de l'État allemand, qui s'est recomposée puisque c'était un empire, rappelez qu'on passe un empire à un État, beaucoup de choses, notamment la gestion locale, elle ne va pas être remise en cause. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la continuité du fonctionnement d'une communauté politique qui n'ont rien à voir avec ce que dit Schmitt, qui voit un peu les choses du point de vue de la Lune. C'est-à-dire qu'en réalité, ça continue à fonctionner. Alors, ça ne fonctionne pas bien. Tout ne fonctionne pas bien. Il a essuyé des séries de coups d'État. Là, c'est des tensions énormes avec la montée de partis. N'oubliez pas que les partis en Allemagne, ils avaient aussi des milices armées qui intervenaient, dont certaines ont été reconnues comme intervenant dans la police intérieure. Bon, c'est pas tout parfait. Mais
ce qu'a certainement évoqué Schmitt, c'est qu'en fait, il y a un développement, justement parce que l'appareil d'État s'occupe de plus en plus de choses, et ça c'est lié effectivement au développement de l'activité étatique, qui est plus qu'une activité militaire, mais qui est une activité qui touche à beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que finalement, par ses missions, ont changé, et là, il faudrait revenir sur les analyses qu'on va trouver chez Foucault, d'extension et de modification de la gestion étatique, qui va prendre en compte des domaines qu'il ne prenait pas en compte au départ. Donc ça, il est complètement ignoré par Schmitt. Mais là aussi, je pense qu'il faut quand même... je crois qu'il faut quand même, bien sûr, rentrer dans ces pensées d'auteurs qui apportent énormément, en même temps, regarder la réalité du fonctionnement des choses. Je crois que c'est pour ça que je voulais intervenir, pour peut-être donner un contrepoint un petit peu à nos discussions. Quelqu'un comme Badiou, il a écrit un livre sur Saint-Paul. Et qui est un très beau livre d'ailleurs. Et il y a peut-être dire une fascination pour l'aventure paulinienne, à savoir, et ça rejoint ce qu'il attend toujours d'un événement qui permettrait l'aventure paulinienne pour lui, c'est à un moment donné l'universalisme, etc. Et donc on est sur des pensées qui sont sur quelque chose, comment trouver du transcendant dans la vie des hommes et comment la trouver aujourd'hui. Bon. Et donc, puisqu'on est un groupe qui réfléchit sur ces questions de philosophie politique, naturellement, je crois qu'on a tout intérêt à s'intéresser à ces pensées sous cet angle-là. On a peut-être aussi intérêt, si je peux le dire, aussi à regarder les choses telles que les modèles politiques, sociologiques ou autres, ce qu'ils nous montrent. Quand Foucault mène tous ces raisonnements, la réalité, c'est le moins d'État aujourd'hui. Ce qui peut-être politiquement n'est pas la plus mauvaise des choses. Beaucoup de penseurs politiques estiment que le trop d'État est plutôt un inconvénient qu'un avantage. Je ne dis pas ça par rapport au libéralisme, je dis ça par rapport à la question de l'État. Et donc, quand il dit que l'État fait la société de contrôle, ce qu'on peut dire, je crois que quand on se met dans la perspective de sa pensée, c'est plus qu'intéressant, parce qu'il y a une réalité derrière ça. Mais en même temps, lorsque on regarde les choses autrement ou sous d'autres angles, ce qu'il dit ne correspond pas nécessairement à toute la réalité telle qu'on peut l'apercevoir hier ou aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire un petit peu pour donner cet éclairage, tout simplement. Ça n'enlève rien de ma part Oui, voilà. On comprend bien. J'aurais bien quelque chose à dire sur l'État, mais je voulais poser une question. Est-ce que tu pourrais préciser le rapport qui existe entre le ami et ennemi chez Schmitt et le eux et nous chez Chantal Mouffe? Parce que le eux et nous chez Chantal Mouffe, c'est pas du tout l'idée d'exclure de la communauté des individus qui auraient été désignés selon une logique de bouc émissaire comme disons, indésirable et puis surtout important pour mobiliser de façon permanente une communauté politique. C'est plutôt un levier qui permet l'accès au pouvoir et plutôt l'idée d'un dévoilement de divergences d'intérêts entre ce qui serait le peuple et ce eux, une oligarchie qui s'accaparerait le pouvoir. Et mais chez Schmitt, c'est quoi ce ami-ennemi? Est-ce qu'on est dans une logique d'exclusion, enfin désignation d'ennemis qui permettent la mobilisation permanente d'une communauté politique ou Oui, non, mais Schmitt, il est un peu sur un modèle donc, théologique, c'est-à-dire à la limite, il y a un
une certaine vision, par exemple, qu'on va trouver chez Spinoza sur le premier état hébraïque, qui ne peut exister, et cette notion sera reprise d'ailleurs par ailleurs, il ne peut exister que parce qu'il s'entoure d'ennemis. Et donc, effectivement, on a ce premier aspect chez Schmitt, c'est que si on n'est pas capable de dire qui est son ennemi, on n'est pas capable d'exister soi-même. Alors c'est vrai que Mouffe fait un déplacement. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il y a de la politique si on est capable de tracer une ligne dans les regroupements, en fabriquant des regroupements d'individus. Donc eux et nous, c'est pas ennemi et ennemi, ça ne peut pas l'être, parce qu'on va être dans le cadre de la démocratie parlementaire. Mais c'est toujours le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on ne peut former une unité politique, un groupement politique, que si on est capable de dire ce qui nous sépare des autres. Donc on est sur un critère logique. C'est-à-dire, je suis moi si je peux dire que je ne suis pas l'autre. Ben, c'est un peu ça que dit. Et nous, dit, voilà, on est en capacité de faire le peuple quand on est capable d'aligner en quelque sorte un certain nombre de revendications divergentes. Au fond, par exemple, on dit, ben, on ne peut plus faire avec le prolétariat, mais on peut faire avec les exclus, les immigrés, les minorités sexuelles, les minorités ethniques. Si on arrive à poser une ligne de revendications démocratiques qui leur permet de se confondre en quelque sorte sur un objectif et de former un peuple, puisqu'ils auront un objectif démocratique commun, un objectif de droit, un objectif de conditions de vie commune qu'ils auront élaborées à partir de leurs différences, sans que leurs différences soient annulées. C'est un peu la fédération de la multitude, là, dont parle Negri. Voilà, tout à fait. C'est l'ensemble vers un même but, même si on est différents. Oui. Par rapport à ces questions-là, actuellement, un certain nombre de travaux et d'expertises au sein de l'appareil étatique sont en train de sortir sur une question comme par rapport à une opération d'un transsexuel, quel est l'âge à prendre en considération pour que l'opération puisse se faire, disons, dans les meilleures conditions par rapport à la croissance physiologique des uns et des autres. Actuellement, c'est une question politique qui est posée, dans le cadre notamment, par exemple, des lois bioéthiques ou autres. Là, tout ce qui est dit par Carl Smith est quelque chose qui est complètement inutile. Il faut bien une expertise, parce qu'une décision sans expertise serait la pire des décisions. Il faut que cette expertise comprenne des personnes différentes. Le comité consultatif national d'éthique comprend 40 personnes, ça va des philosophes aux juristes, aux scientifiques, etc. Donc il y a cette manière-là d'aborder la politique qui, pour le coup, même si on pouvait considérer que ce n'est pas entièrement démocratique, on pourrait dire quand même que ça l'est un petit peu, et ce n'est pas neutre sur la vie à la fois des citoyens et des habitants d'un pays que de savoir comment, sur une question aussi délicate et intime, une décision va pouvoir politiquement être prise sur les transsexuels. D'abord, la reconnaissance du fait qu'il y a des transsexuels, ce qui est en train politiquement de se faire en France, puisque cette question-là se trouve dans les textes de loi. Et deuxièmement, dans la pratique, quelles sont les meilleures solutions et qui peut me renseigner, m'informer, me conseiller de telle manière à ce que les meilleures solutions. Par ailleurs, la politique se fait avec les lobbies et les groupes de pression, qui fait que d'une manière ou d'une autre, la représentation ne se fait pas uniquement à travers le député ou le sénateur, mais différents groupes de pression qui sont très agissants, y compris d'ailleurs à travers les parlementaires. Donc, je donne cet exemple par rapport à ce que tu viens de dire, pour dire que, voilà, là on a bien une question, elle est politique, elle touche à la vie des uns et des autres, elle engage pour l'avenir, elle est anthropologique,
Et il y a une décision à prendre qui est une décision politique. Aujourd'hui, si vous regardez, suivez cette question à travers la presse ou autre, la question de l'âge est posée, par exemple. Est-ce qu'il faut opérer quelqu'un à 14 ans, à 15 ans, à 25 ans, etc. Mais ça, c'est une question plus juridique Non. que politique. Ah non. Parce que c'est Ah, pour non. faire une loi. Ah non, elle n'est pas, elle est pas juridique. Elle est... C'est la connexion entre le juridique et le biologique ici. Parce qu'il faut effectivement... une question véritablement politique qui touche quand même quelque part à la justice sociale. C'est dans ce champ-là que les questions politiques, dans le champ de la répartition, par exemple, un choix de société. Est-ce que c'est aussi. une question qui ne touche pas à la justice, c'est que de savoir ce qu'il convient de décider politiquement, ce qui se traduira juridiquement, hein, d'accord, mais décider politiquement quelle est la meilleure décision à prendre compte tenu de la demande de personnes qui, dans leur vie, sont touchées par cette question du transition. Mais ce n'est pas contradictoire avec ce que dit Carl Schmitt. Il dit que n'importe quel secteur de l'activité humaine peut devenir un sujet politique. Donc là, on voit que c'est la vie, maintenant, qui devient un sujet politique. C'est la biopolitique qui devient centrale. Mais ça arrivera toujours au moment où la décision politique va dire qu'on aura à trancher. Et donc il y aura des pour et des contre. On tranchera sur une base qui est celle de l'opposition de masse d'hommes, comme dit Carl Schmitt. Pas sur une décision est-ce que c'est scientifique ou est-ce que c'est pas scientifique. Ce sera une décision qui correspondra à une divergence manifestée clairement dans la société. Donc une action politique. Mais pour en rester à cet exemple, il y a deux choses. La décision politique, c'est on l'autorise ou on ne l'autorise pas. Ça, c'est politique. Ensuite, si on l'autorise, alors la décision politique a été prise. On a besoin d'experts pour savoir à partir de quel âge ça peut se faire, etc. C'est-à-dire que le besoin d'expertise, il vient après une première décision politique. Pas forcément. Ces questions travaillent la société autrement qu'on est en train de le décrire. Elles travaillent la société beaucoup plus en profondeur. Et à un moment donné, ça peut se traduire politiquement et techniquement. Mais c'est une question sur la longue durée. Sur la longue durée. Ce n'est pas un instantané politiquement. Sur la longue durée, ce sont des questions qui travaillent la société, qui la travaillent encore plus actuellement, peut-être, et qui font qu'à un moment donné, il y a une émergence avec des représentativités des uns et des autres, y compris des représentativités politiques, mais beaucoup d'autres représentativités à travers des représentativités associatives ou autres, mais même tout simplement des représentativités dans la conscience des citoyens qui fait qu'à un moment donné, des questions comme celle-là émergent. Et elles se traduiront à un moment donné, ou pas, juridiquement, mais ce n'est pas quelque chose, si tu permets, qu'on peut décrire en disant on autorise ou on n'autorise pas. Non, c'est beaucoup plus compliqué à analyser que de le dire comme ça. Non, mais ça ne contredit pas du tout ce que dit Carl Schmitt. Carl Schmitt dit et politique lorsqu'on a une situation d'opposition qui va aux extrêmes. Donc il va créer une scission. Il peut très bien y avoir des expositions dans la société qui ne vont pas monter à ce niveau. Donc à la limite, qui ne vont pas être politiques. On va avoir tous les jours des décisions techniques qui sont des choix. On a bien compris, c'est la notion de choix. Mais qui ne sont pas des choix politiques, parce qu'elles n'engagent pas la fracturation des masses d'hommes jusqu'à un moment où ils s'opposent et ils vont se faire la guerre. Guerre civile, ou guerre interétatique ou interimpériale. Mais je veux dire, les deux niveaux ne sont pas identiques. Toutes les oppositions ne deviennent pas politiques. Mais n'importe quel champ d'activité peut devenir le lieu d'une opposition politique. Il a donné l'exemple des oppositions religieuses. Aujourd'hui, l'opposition religieuse, ce n'est pas un secteur qui fracture la société.
Non, mais je veux dire, on n'est pas en train de faire la guerre, quoi. Il faut peut-être aussi quand même qu'on n'oublie pas une chose, c'est que ces textes ont été écrits à une époque, avec le savoir qu'il avait, qu'il soit littéraire, philosophique, historique ou autre, de son époque. Aujourd'hui, on a quand même assisté depuis une cinquantaine d'années à une accélération véritable de l'histoire, des histoires, qu'elles soient scientifiques, sociologiques et autres, qui font que je pense qu'il y a très peu de penseurs du passé, même du passé proche, qui étaient d'ailleurs très polarisés sur des événements qui ont été précurseurs. Hein, bon, enfin, le nazisme, l'explosion de certains empires. Mais ils ne pouvaient pas imaginer certainement certaines des choses qu'on vit aujourd'hui et qui sont pour nous extrêmement prégnantes. Et pour revenir à ce que vous disiez, moi je pense, j'étais en opposition à ce que tu disais, je pense que les avis scientifiques aujourd'hui, dans la mesure où ils sont véritablement scientifiques, c'est-à-dire que basés sur des connaissances et sur des connaissances et pas sur une appréciation des connaissances, sont quand même une lumière qu'il faut apporter aux politiques, parce que pourquoi on élit des représentants? On n'en a pas parlé de ça. Quelle est la raison qui fait qu'un peuple, enfin quel qu'il soit, ou des gens, élisent à un moment des représentants pour les représenter, certes, mais aussi, je pense, enfin moi je sais pas, c'est une opinion que mais ça, j'ai. c'est une opinion. L'idée Oui. que la démocratie, c'est pas les représentants qui représentent les représentés. Il faut relire Sayès. La démocratie, Oui, c'est pas mais ça. aujourd'hui, si on On ne élit des représente gens, pas la c'est nation. pour qu'ils nous La nation représentent. existe Mais est-ce dans la que c'est pour qu'ils nous représentation, mais elle ne représentent représente pas les gens. dans nos mauvais penchants, c'est-à-dire ma limite à moi, de mes connaissances et de mon vécu, lorsque je vais choisir de voter pour quelqu'un qui va me représenter, je pense, j'espère quand même qu'il va être plus intelligent que moi. Non, Donc, est-ce que ces gens-là, on ne leur doit pas, nos représentants, le fait qu'il y ait des scientifiques qui peuvent leur apporter un éclairage, donc des comités scientifiques qui peuvent être de divers domaines, il faut qu'ils soient de divers domaines, un éclairage et qu'eux prennent des décisions, parce que finalement, quand ils vont voter dans un sens ou dans un autre pour prendre des décisions, ils vont les prendre de façon, on l'espère, plus éclairée et moins polémique que nous. Voilà. Oui, Moi, je ne sais pas, mais demain, un État, pour moi, ça doit être ça. La politique, c'est ça. non, Et c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Enfin, la tradition démocratique, la nation est représentée dans la représentation nationale, dans l'Assemblée nationale, Alors, mais elle ne représente pas les individus. Les individus ne constituent pas la nation. Ça, c'est la doctrine, excusez-moi, de la République française. C'est CCS et c'est tous ses successeurs, Carré de Malberg, etc., vont dire que la représentation nationale, ce n'est pas la représentation des individus. La nation, elle existe dans sa représentation. On est encore sur ce schéma-là. Deuxièmement, les progrès techniques, les progrès scientifiques, elles n'installent pas le moment, justement, où il faut prendre une décision. Ah bah bien Et sûr. une décision. Ah oui, mais éclairée. La décision, quand elle est éclairée par les avis. C'est soumise au mandat populaire, la décision, quand même, parce qu'elle peut être, je dirais, éclairée par des expertises, mais enfin, il y a un mandat populaire aussi qui préside la décision, j'espère, parce que sinon, alors, dans ce cas, on est dans non, mais on a deux questions. La première question, c'est qu'on a recours à l'expertise. Mais qui contrôle les experts? La contrôle de l'expertise, c'est ça qui échappe aux citoyens. C'est une contre-expertise et les experts. De toute façon, c'est pas le citoyen qui va prendre une décision, parce que ce sont les élus qui vont prendre des décisions. Mais en plus, alors c'est le deuxième point, les élus ne décident plus rien aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu la dégradation du parlementarisme? Même s'ils ont la trouille des alors sanctions. les élus ne discutent plus rien. On ne pêche pas par un excès de politique, il me semble, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, c'est un excès C'est la dépolitisation. en fait, on se rend compte que les Bien sûr. experts font Alors très effectivement, ça bien. va se manifester autrement. Sur la question de la représentation, de la représentativité, la nation est constituée d'une population, d'un territoire et d'une langue. En gros, c'est souvent comme ça qu'on définit. On a quand même toujours considéré que les députés représentent la population de la circonscription et les sénateurs représentent plutôt le territoire. Donc ça, c'est de mon point de vue. C'est une perversion de la démocratie par rapport à Rousseau. Oui, mais moi je veux bien les auteurs que l'on veut, mais actuellement, en sciences politiques, on donne cette définition-là, il y en a sûrement d'autres, et c'est celle-là qui est agissante, à savoir que lorsque un député travaille, il travaille avec la population de sa circonscription, le sénateur
son mode d'élection d'ailleurs par les grands électeurs d'un territoire le montre, il est plutôt sur l'aspect territorial des choses. Donc voilà, pour la représentativité, il me semble quand même que les habitants d'une circonscription sont représentés par leurs députés au Parlement. Après, la question de la dépolitisation, bien sûr, comment dire, on peut le dire de cette manière-là, et avoir la faveur du public. Il y a aussi dans le travail parlementaire un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte pour voir que, y compris sous la Ve République, qui est un régime parlementaire et pas un régime présidentiel, avec ce qu'on dit souvent, c'est une monarchie parlementaire, donc on retrouve nos questions de tout à l'heure, il y a dans le travail parlementaire un examen des textes qui est quand même quelque chose de très approfondi, non seulement par les représentants parlementaires, par les parlementaires, mais par tout ce qui tourne autour de la décision. Je crois que la sociologie de ce qu'est une décision nous aiderait beaucoup dans nos discussions. On a une manière d'appréhender les choses qui est que la décision est quelque chose de simple et qui est prise par, à un moment donné, telle catégorie ou tel individu. La réalité est beaucoup plus complexe. La prise de décision fait intervenir beaucoup plus de réseaux qu'on imagine et la décision est prise sur beaucoup plus de temps qu'on imagine. Si vous prenez la question de la bioéthique, cette question-là, je vais vous raconter ça quand je serai dans l'amphi, donc je ne vais pas trop insister, mais en fait c'est quand même une question qui commence en 1952 avec la transfusion sanguine. Et si on s'en tient au texte récent de bioéthique, il y a le texte de 1994, il y a le texte de 2001, il y a le texte de 2011 et il y a le texte qui est en cours de discussion de 2019. Et que si vous regardez un petit peu l'historique des rapports du Conseil d'État, il y en a 4 ou 5 là-dessus. Et puis vous avez les rapports du comité consultatif, etc. Donc la prise de décision, et ça c'est de l'institutionnel. Et il n'y a pas que l'institutionnel sur la prise de décision. Donc je comprends qu'on puisse dire, et je connais la question de la dépolitisation. Peut-être si on veut parler de la dépolitisation, il faut en parler de manière plus complète alors que de dire que c'est le système parlementaire qui ne fonctionne plus, etc. Je crois, hein, ça me semble quand même, enfin, peut-être on peut éviter un peu le raccourci. Moi, j'ai participé à ces travaux, donc si vous voulez, je le vois peut-être autrement que vous. Hein. J'ai trempé dans l'élaboration de lois, en gros. Donc, je vois bien comment, à un moment donné, le pulse se met en place. Comment dire, j'ai l'impression que ce que tu dis est parfaitement juste, mais que tu réduis un petit peu la politique au juridique, quand même, puisqu'il s'agit bien de législation dans les exemples que tu prends, c'est-à-dire de l'élaboration de lois. Or, il ne faut pas penser, il faudra arriver à penser à la relation exacte entre le politique et le juridique. L'un ne se réduit pas à l'autre. Ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est l'émanation de l'autre. On est d'accord là-dessus. Mais, comment dire, je crois que il me revient un petit peu dans la discussion de toujours jouer le rôle de celui qui, comment dire, positionne les choses autrement. Parce que je crois que, d'une certaine manière, il ne faut pas qu'on se laisse emballer par des pensées qui ont leur autonomie, mais qui ont aussi leur histoire, et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont datées aussi. Et donc, elles ont leur importance, et comment dire, d'une certaine manière, le fait qu'on en parle aujourd'hui, on les comprend mieux aujourd'hui en les regardant à l'envers qu'elles ne se comprenaient à l'époque
Il y a des gens qui ont bien expliqué tout ça. Donc, je crois que ça nous aide et ça éclaire cette pensée-là. Aujourd'hui, c'est Agamben qui a écrit sur la contemporanéité et qui dit les choses comme ça. Donc, c'est très important. Mais je crois en même temps qu'il faut qu'on ait aussi ce point de vue qui est un peu divergent, parce que sinon on va être dans des bulles. Après, imaginez, justement, c'est marrant, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui s'il vivait à notre époque, donc ensuite, est-ce qu'il écrirait ce qu'il a écrit, si tu veux, ou bien quel serait le chapitre d'après? Parce qu'en fait, voir le phénomène Internet, la rue, comment la rue se comporte aujourd'hui, enfin je veux dire, les gens. Il a pressenti les choses parce il y a 20 ans. Il a vu, bon je ne sais pas le texte ici, mais il a vu que, d'ailleurs c'est parallèle avec ce dit Gramsci, c'est que la communication politique, qui passe par des moyens techniques amplifiés, modifie un peu la donne. Et il a noté, d'ailleurs il n'y a pas que lui qui l'a noté, mais par exemple, on voit très bien comment Hitler a été un grand intelligent politique, c'était pas un fou, mais par exemple, il a de suite compris que les moyens techniques de reproduction modernes donnaient une amplification incroyable à ce qu'il faisait en tant qu'orateur politique. D'ailleurs, on a des témoignages aujourd'hui, par exemple, les mises en scène des grandes cérémonies, genre dans les grands stades, tout ça, elles sont faites en fonction de la façon dont elles sont filmées. Il a fait des petits clairs quand même. Eh oui, bien sûr. Mais c'est déjà l'idée, on est en 1930 quand même. Hein, et il a déjà l'idée que s'il va utiliser à fond la radio, il va utiliser à fond le cinéma. Et s'il avait eu Internet, ça a été extraordinaire. Mais il avait compris ça, c'est-à-dire qu'on ne va plus passer le réseau, on va quitter le... Enfin, je ne dirais pas comme... Je dirais certains, on n'est pas passé dans la visiosphère, mais il est déjà le sentiment que ça ne va plus passer par l'écrit. Ça va passer par autre chose. Poser une question à William sur cette question, justement, du rôle qu'a pu jouer justement la psychanalyse et un fameux neveu de Freud qui s'appelle Barnès, dans cette mise en place des propagandes fascistes ou nazies. C'est peut-être l'occasion, alors, juste je vais prendre 10 secondes en fait, mais d'interroger, parce que ça m'intéresse pour mes enquêtes, si vous voulez, qui connaît Bernays dans un groupe de 15 personnes? Le nom? Oui, là, Édouard Bernays. Un nom comme ça? Oui. Et vous ne connaissez pas, et donc, non? Alors je vais le dire un petit peu, hein. Là ça va prendre un peu plus de temps parce que vous m'avez enseigné la population. Bernays était le double neveu de Freud. Double neveu parce que le frère de son épouse était marié à la sœur de Freud. Hein. Donc c'est dans les deux familles, les frères et sœurs se sont épousés de manière croisée. Alors le neveu de Freud, qui a été neveu par son épouse, et puis était Édouard Bernays, qui est considéré comme, par exemple, dans les grandes enquêtes américaines, comme l'un des 10 hommes les plus influents du XXe siècle. On est donc devant quelque chose de remarquable que nous tous ici, et moi j'ai été psychanalyste pendant 40 ans avant de le savoir, parce que c'est complètement tu dans la communauté psychanalytique. Et donc, nous ignorons que cet homme si proche de Freud était un des 10 hommes les plus influents du XXe siècle, selon des évaluations un petit peu spectaculaires, hein, des médias et je sais pas, du Time Magazine ou choses comme ça. Mais, et pourquoi et comment était-il si célèbre? Parce qu'il avait pris les théories de son oncle. Et lui se disait psychanalyste. Mais psychanalyste de quoi?
c'est-à-dire lui, Bernays, qui est né en 1900, il a fait tout le siècle. À 20 ans, a commencé à avoir les informations de son oncle, et il est entré à la Maison Blanche, et il a fait des théories sur le gouvernement invisible, sur la démocratie de la Maison Blanche. Il écrit la démocratie n'existe pas, c'est un gouvernement invisible qui nous gouverne. Et je mets, moi, quant à moi, en place, il écrit Propaganda. C'est un livre qui a été traduit et publié en France il y a seulement quelques années. Propaganda, jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, où on apprend que Propaganda est lu par les nazis, est utilisé, les techniques de Bernays sont utilisées, et Bernays changera le terme de sa théorie en relations publiques. Parce que Bernays a été le fondateur majeur de la publicité aux États-Unis, c'est quelque chose de pas mal. Il a été pratiquement pendant toute sa vie l'homme qui faisait les présidents et qui les entretenait à la Maison-Blanche. Et dans le troisième tiers de sa vie, il a été chargé de la propagande ou des relations publiques avec l'Inde, la création de l'Inde, mais principalement toute l'Amérique du Sud, et c'est lui qui a fait, qui a réglé le compte à certains régimes et créé d'autres, on appelait les républiques bananières, etc. Donc ça, c'était cet homme qui se disait psychanalyste parce qu'il avait donné toutes les bases de la publicité aux États-Unis et de la propagande à partir des thèses de son oncle. Donc c'était à quel moment aux États-Unis il a fait ça? Bernays est arrivé, il était tout jeune. C'était avant le fascisme. Oui, Bernays est arrivé tout jeune, les étapes on les reconnaît bien, historiques, il est arrivé tout jeune c'était la conférence de la paix, c'est ça? À la fin de la guerre, il y a eu, fin de la Première Guerre mondiale, c'était la conférence de la paix à Paris. Donc il y avait des délégations américaines, et lui était jeune journaliste, jeune aide d'information. Et c'est de là qu'il contacte à ce moment-là son oncle Freud, et c'est là que Freud lui envoie les 5 leçons de psychanalyse. Donc c'est en 18. C'est intéressant parce que notre récit habituel, c'est de dire c'est Mussolini, c'est Hitler qui ont mis en place le propagande, etc. C'est en 18, il écrit. Parce que ces techniques publicitaires aux États-Unis, elles existent avant et qu'elles ont déjà un usage politique apparemment. Donc voilà, à partir de 18, à la Maison Blanche, et puis aussi pour faire le commerce, va faire la théorie qu'il appelle propaganda. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale, et à ce moment-là, on sait que les Allemands utilisent des théories et font de la propagande. Et c'est là où Bernays retire le nom. Donc là, on a les deux conséquences. Oui. Parce qu'on a évoqué rapidement Habermas tout à l'heure, avec cette idée qu'il y aurait une rationalité de l'action et de l'efficacité, mais il faudrait qu'elle soit complétée par ce qu'il appelle la raison communicationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à communiquer, à nous mettre d'accord. Mais là, on est en pleine utopie avec ces théories. Bien sûr. Parce que la communication n'est jamais neutre. Il y a des techniques qui permettent justement à une élite politique qui s'octroie donc l'aide d'un expert comme Bernays et tout ce qui peut avoir appris de la psychanalyse pour que cette communication soit biaisée et qu'elle soit non pas une communication mais bien une propagande ou une communication, comme on dirait. Oui, alors deux choses. Et donc c'est tout le côté artificiel de la démocratie constitutionnelle. C'est qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont élus sont ceux qui ont eu les moyens de fabriquer l'opinion en leur faveur. Donc il y a une question là qui ne peut pas s'éviter. Deux choses, ça c'est faut lire les livres de Chomsky. Il a dénoncé la fabrique de l'opinion. Il
Deuxième chose, sur les sources de la propagande, il ne faut pas minorer parce que, l'influence de Mussolini sur Hitler, parce que là, il a appris beaucoup de Mussolini. Et Mussolini était un grand lecteur de deux auteurs très importants, qui sont Georges Sorel, partisan du mythe révolutionnaire, et surtout Gustave Le Bon, la psychologie des foules. dont Freud part. Et dont Freud part après. Voilà, tout ça se recoupe assez. Ça se recoupe assez. Et peut-être, je voulais là peut-être aussi poser une question à Louise, je me permets comme ça, sur la relation entre Mussolini et Gramsci, justement. Ah ben, il y avait une relation de fascination. On dit que la seule personne que Mussolini, qui était complètement imbue de sa personne, écoutait au Parlement, le seul moment où il posait son journal pour écouter les parlementaires, c'est quand Gramsci prenait la parole. Oui, il y avait une fascination pour Gramsci, c'est ce qui explique peut-être aussi qu'il n'a pas exécuté et qu'il a juste voulu empêcher le cerveau de fonctionner, plutôt qu'il l'a laissé mourir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a trouvé chez Gramsci quelque chose qui... Et oui, la bataille culturelle, voilà, l'hégémonie, tout ça, parce que le fascisme, on a tendance à le lire comme une période monolithique, voilà, la dictature des 22, c'est archi faux. C'est la construction, justement, c'est comment on s'achemine, mais ça prend des années vers un parti-État, qui est le Parti national fasciste, mais ça c'est les années 30. C'est-à-dire que d'abord, le fascisme compose, alors c'est la force hégémonique des 22, mais il compose avec les libéraux-démocrates, il compose avec les forces capitalistes qui sont bien contentes de ramener la paix dans les usines, qui ont été, une paix qui a été mise à mal pendant 2 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, tout ce que Gramsci a élaboré, les stratégies, l'hégémonie culturelle, les rapports de force qui se composent, se décomposent, Mussolini l'a très bien appliqué, ça a duré 20 ans. D'autres fins. Voilà, mais la dictature, je ne sais pas, des 22, donc ça s'articule avec le pouvoir, et puis après on s'achemine vers un Il ne faut pas oublier le passé socialiste de Mussolini. Voilà. Et qu'il était aussi fils d'institutrice, il avait très bien compris aussi le poids de l'éducation dans la formation politique des foules. Il me semble que justement, les techniques, elles ont une sorte d'autonomie. Quelles que soient les fins au service des foules, on les met. C'est-à-dire que il peut y avoir une propagande dans le sens des démocraties comme dans le sens des dictatures. C'est-à-dire que qu'il peut y avoir de l'État, que l'État peut se servir de ces techniques, mais ces techniques peuvent également jouer le rôle de contre-pouvoir et même peut-être d'aller jusqu'à menacer l'État. C'est ce qu'on a pu voir avec Internet, Facebook et des choses comme ça, les réseaux sociaux. Donc la technique en elle-même, je veux dire, a son autonomie. Et est-ce que ça, alors je ne sais pas, il n'a pas vu bien l'autonomie des... Ah si, il a dit le contraire. C'est-à-dire, il dit justement, la technique, comme n'importe quel secteur d'activité humaine, peut être à la fois un secteur neutralisé, et ça peut être un secteur où peut surgir, elle peut être monopolisée dans une action politique. C'est-à-dire, elle peut être le lieu à partir duquel va se dessiner la fameuse opposition qui lui paraît cruciale dans le moment politique, c'est-à-dire effectivement où les masses d'hommes vont se poser. Donc, à mon avis, pour lui, il n'y a aucun champ qui soit extérieur à la politique, potentiellement. C'est-à-dire, tout secteur de l'activité humaine peut à un moment donné être investi de politique. Donc, y compris les montages purement techniques, à un moment donné, ils peuvent devenir des enjeux politiques. Et l'État, non? Je sais pas si je voulais tout demander. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là pour ce soir? Donc la prochaine fois, elle n'est pas là.